Frédéric de Glace, Mémoire d'un esclave. Chapitre 11. J'en viens à présent à ce moment de ma vie où j'ai planifié mon évasion et où je me suis enfin libéré de l'esclavage. Mais avant de vous la raconter, il est approprié de dire d'emblée que je n'ai pas l'intention de dévoiler tous les faits de cette affaire. On comprendra mes raisons en lisant ce qui suit. Premièrement, si je devais tout raconter dans le détail, il est très probable que cela entraînerait pour certaines personnes de sérieux problèmes. Deuxièmement, mon histoire rendrait les propriétaires d'esclaves encore plus vigilants que jamais. Et cela signifie bien entendu qu'ils feraient aussi garder cette porte par laquelle un frère enchaîné aurait pu s'enfuir. Je regrette profondément que les circonstances m'obligent à taire les éléments importants de mon expérience d'esclave. Il me ferait plaisir, et cela ajouterait même à l'intérêt de ce récit, de pouvoir satisfaire cette curiosité que je sais bien qu'elle suscite. Mais je dois me priver du plaisir de raconter tous les faits se rapportant à mon évasion, et ainsi priver les curieux de cette satisfaction. Je préfère être accusé de tous les maux que des esprits tortueux pourront inventer, plutôt que de me justifier et ainsi prendre le risque de refermer ne serait-ce que la plus petite porte par laquelle un frère esclave pourrait échapper aux chaînes et aux entraves de l'esclavage. Je n'ai jamais été d'accord avec la manière dont nos amis de l'Ouest parlent ouvertement et en public de ce qu'ils nomment le chemin de fer souterrain, mais qui, par leurs déclarations faites publiquement, s'est transformé en chemin de fer au grand jour. Je rends hommage à ces bonnes personnes pour leur noble audace et j'applaudis leur courage à risque de sanglantes représailles pour leur participation à l'évasion d'esclaves. Mais je pense que rien de bon ne peut ressortir de ce comportement, que ce soit pour eux ou pour les esclaves, et qu'au contraire leur déclaration cause un tort énorme à ceux qui voudraient s'évader. Elle n'apporte rien à l'esclave, mais elle renseigne énormément le maître. Elle le porte à surveiller ses esclaves d'encore plus près et l'aide à capturer les fugitifs. Nous avons des devoirs envers les esclaves du Sud comme envers ceux du Nord, et, tout en soutenant ces derniers dans leur marche vers la liberté, prenons garde de ne pas commettre des gestes qui empêcheraient les premiers de se soustraire à l'esclavage. Je souhaiterais que les cruels propriétaires ignorent tout des moyens que prend l'esclave pour s'enfuir. Je voudrais qu'ils s'imaginent être entourés d'une myriade d'invisibles tourmenteurs, prêts à tout moment à arracher de leur piège leur proie tremblante. Que des ténèbres aussi grandes que leurs crimes retombent sur eux. Qu'ils s'y cherchent à tâtons, et qu'ils sachent qu'à chaque pas qu'ils font à la poursuite d'un esclave en fuite, ils courent le risque qu'une force invisible leur éclate la cervelle. N'allons pas aider le tyran. Ne tenons pas nous-mêmes la loupe qui éclaire les traces des pas de nos frères fugitifs. Mais assez de tout cela. Je vais maintenant vous raconter ces événements de mon évasion dont je suis seul responsable et dont personne d'autre que moi ne pourra avoir à souffrir qu'ils soient comptés. Au début de l'an 1838, j'étais particulièrement insoumis. Je ne comprenais pas pourquoi je devais, à la fin de chaque semaine, verser dans la bourse de mon maître la récompense de mon dur labeur. Lorsque je lui apportais mon salaire hebdomadaire, il comptait l'argent, me regardait droit dans les yeux avec un air inquisiteur et me demandait « C'est tout ?» Il lui fallait tout, jusqu'au dernier sou. Cependant, quand je rapportais $6, il lui arrivait de me donner 6 sous pour m'encourager. Cela avait pourtant l'effet contraire, car je considérais que c'était une manière de reconnaître que le tout me revenait. Le fait qu'il me donnait une quelconque partie de mon salaire me paraissait prouver qu'il savait bien que j'avais droit à la totalité. Il me semblait même pire qu'il m'en donnât une partie. Je craignais en effet qu'en me donnant quelques sous, il se soulage la conscience et s'imagine être un voleur très respectable. J'étais de plus en plus fâché. Je cherchais continuellement des moyens de m'évader.
et n'en trouvant aucun qui puisse être immédiatement mis en œuvre, je résolus d'essayer de louer mon temps, avec l'espoir d'obtenir ainsi assez d'argent pour m'évader. Au printemps 1838, lorsque maître Thomas vint à Baltimore pour acheter ses articles saisonniers, une occasion se présenta et je lui demandai de me donner la permission de louer mon temps. Il rejeta catégoriquement ma requête, ajoutant que c'était encore une ruse pour m'enfuir. Il me dit aussi que je ne pourrais aller nulle part où il ne puisse me retrouver, et que si je m'enfuyais, il ne reculerait devant aucun effort pour me rattraper. Il m'enjoignit de me satisfaire de ce que j'avais et d'être obéissant. Il me dit que pour être heureux, je ne devais jamais avoir de projet. Il dit aussi que si je me comportais correctement, il prendrait bien soin de moi. Il ajouta encore que je ne devais pas penser à l'avenir et que je devais plutôt apprendre à ne dépendre que de lui pour mon bonheur. Il semblait comprendre parfaitement qu'il était nécessaire d'étouffer en moi toute envie de l'esprit pour que je puisse être un esclave content de son sort. Mais malgré lui, et même malgré moi, je continuais à penser à l'injustice de mon esclavage et aux moyens de m'en échapper. 2 ans plus tard, je demandai à maître Hugh si je pouvais louer mon temps. Il ignorait que j'avais déjà fait cette demande à maître Thomas, qui l'avait refusée. Lui aussi sembla d'abord enclin à s'y opposer. Après réflexion cependant, il m'accorda ce privilège, mais aux conditions suivantes. Il me donnait tout mon temps, mais en échange de cette liberté, je devais trouver mes employeurs, négocier mes contrats, payer mes outils de calfatage, mes vêtements, le gîte et le couvert, et je devais lui verser $3 à la fin de chaque semaine. Tout cela, avec l'usure des vêtements et des outils, portait mes dépenses hebdomadaires à environ $6. Il me fallait les trouver ou renoncer à louer mon temps. Qu'il pleuve ou non, qu'il y ait du travail ou non, cette somme devait rentrer chaque semaine ou je perdais mon privilège. On aura remarqué combien cet arrangement favorisait mon maître. Libéré de toutes ses obligations envers moi, il était certain que l'argent rentrerait chaque semaine. Il avait tous les avantages de posséder un esclave sans aucun des inconvénients. De mon côté, j'endurais tous les malheurs de l'esclave et j'avais en plus les soucis et les angoisses des hommes libres. Le marché était amer, mais je le préférais à mon ancienne situation. Avoir à assurer les responsabilités d'un homme libre, c'était faire un pas vers la liberté, et j'étais résolu à tenir bon. Je m'appliquais à gagner de l'argent. J'étais disposé à travailler jour et nuit, et mon acharnement porta ses fruits. Je gagnais assez d'argent pour payer mes dépenses et en mettre un peu de côté chaque semaine. Cela dura de mai à août. À partir de ce moment-là, maître Hugh ne voulut plus que je loue mon temps. La raison de ce revirement était que, le samedi précédent, je ne lui avais pas payé son dû. Je n'y étais pas arrivé, c'est que j'étais à une réunion de camp qui se tenait à environ 10 miles de Baltimore. Cette semaine-là, je m'étais engagé, avec un certain nombre de jeunes camarades, à aller le samedi soir de Baltimore jusqu'au campement. Ainsi retenu par mon employeur, il m'était impossible d'aller trouver maître Hugh sans manquer à ma parole donnée à la compagnie. Je savais que maître Hugh n'avait pas particulièrement besoin de cet argent ce soir-là. Je décidai donc d'aller à la réunion et de lui payer au retour ses $3. Je quittai le campement un jour plus tard que prévu. Dès mon retour, j'allai le trouver pour lui payer, ce qu'il considérait être son dû. Il était très en colère, et pouvait à peine contenir sa rage. Il dit qu'il avait l'intention de me fouetter sévèrement. Comment avais-je donc osé quitter la ville sans sa permission? Je lui répondais que je louais mon temps, et que, tant et aussi longtemps que je lui payais ce qu'il m'avait demandé, je ne me sentais pas tenu de lui demander quand et où je pouvais aller. Cette réponse le troubla. Après avoir réfléchi quelques instants, il se retourna vers moi et m'annonça que désormais je ne pourrais plus louer mon temps, car cela conduirait irrémédiablement à mon évasion. Il m'enjoignit aussi de ramener sur le champ mes vêtements et mes outils à la maison. Je lui obéis.
Mais cette semaine-là, au lieu de chercher du travail comme je le faisais avant de louer mon temps, je ne fis rien du tout. C'était ma vengeance. Le samedi soir, il m'appela comme à l'habitude pour me demander mon salaire. Je lui dis que je n'avais rien du tout et que je n'avais pas travaillé de la semaine. Nous fûmes prêts d'en venir au coup. Il ne me battit pas, mais il me dit qu'il allait s'assurer qu'à l'avenir je travaillerais toujours. Le jour suivant était un dimanche et je repensais à tout cela. Je décidai alors que je ferais ma deuxième tentative pour conquérir ma liberté le 3 septembre suivant. Il me resta 3 semaines pour préparer mon voyage. Tôt le lundi matin, avant que maître Hugh n'ait eu le temps de prendre quelques arrangements que ce soit pour moi, je sortis et allai m'embaucher chez M. Butler, à son chantier naval près du pont-levis, situé sur City Block, de telle sorte qu'il n'avait plus à s'occuper de mon embauche. À la fin de la semaine, je lui rapportai entre 8 et 9 $. Il semblait enchanté, et me demanda pourquoi je n'avais pas fait la même chose la semaine précédente. Il ignorait tout de mes projets. En travaillant aussi fort, je voulais qu'il cesse de penser que je voulais m'évader, et cela réussit admirablement. Je soupçonne même qu'il ne m'a jamais cru aussi satisfait de mon sort que pendant ce temps où je préparais mon évasion. La deuxième semaine s'écoula, et de nouveau je vins lui apporter mon salaire. Il était si content qu'il me donna 25 sous. Une somme considérable pour un esclave, en me disant d'en faire bon usage. Je lui dis que je n'y manquerais pas. En apparence, tout se passait bien. Mais en moi, ça bouillonnait. Il m'est impossible de décrire tout ce que je ressentais pendant qu'approchait le moment de mon départ. J'avais plusieurs bons amis à Baltimore. Des amis que je chérissais autant que ma propre vie. Et l'idée de m'en séparer pour toujours m'était plus douloureuse que je ne saurais le dire. Je suis convaincu que des milliers de personnes qui demeurent esclaves s'évaderaient si ce n'était de la solidité des liens qui les unissent à leurs amis. L'idée de devoir quitter les miens était sans l'ombre d'un doute ma plus douloureuse appréhension. Mon amour pour eux était mon point faible, et plus que tout, il ébranlait ma résolution. En plus de la peine de me séparer d'eux, je ressentais cette fois une peur et une angoisse de l'échec bien plus grandes que lors de ma tentative précédente. Ma terrible défaite revenait me hanter. J'étais convaincu que si je devais échouer à nouveau, mon destin serait scellé et qu'il me faudrait rester esclave à tout jamais. Je ne pourrais alors rien attendre d'autre que la punition la plus sévère qui me laisserait dans une situation telle que toute évasion serait impossible. Il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour se représenter les scènes terrifiantes dans lesquelles j'allais devoir figurer si jamais j'échouais. J'avais constamment devant les yeux l'horreur de l'esclavage, et la douceur de la liberté. D'un côté la vie, de l'autre la mort. Mais je demeurais résolu, et conformément à ma résolution, le 3e jour de septembre 1838, j'abandonnai mes chaînes et parvins à atteindre New York sans la moindre embûche. Comment j'y arrivai, les moyens que je pris, quel chemin je suivis, quel mode de transport j'empruntai, tout cela, pour les raisons que j'ai déjà données, je ne peux l'expliquer ici. On m'a souvent demandé comment je me suis senti lorsque je me suis retrouvé dans un état libre. Je ne suis jamais parvenu à répondre à cette question d'une manière qui me satisfasse. Ce fut le moment le plus exaltant que j'ai jamais connu. Je suppose que je devais me sentir comme le passager d'un vaisseau sans armes poursuivi par un bateau pirate au moment où un bâtiment de guerre vient à leur rescousse. Tout juste après être arrivé à New York, j'écrivis à un ami très cher et je lui dis me sentir comme si je m'étais échappé d'un antre de lions affamés. Mais cet état d'esprit alla déclinant et bientôt je fus ressaisi par un sentiment de grande insécurité et de solitude. Il était toujours possible que l'on vienne me chercher pour me ramener et m'infliger de nouveau tous les tourments de l'esclavage. Cela seul suffisait à tempérer mon enthousiasme. Mais la solitude était vraiment insupportable. J'étais un parfait étranger au milieu de la foule.
J'étais sans foyer, ni ami, seul parmi des milliers de mes frères, issus du même père, mais à qui je n'aurais osé dévoiler ma triste situation. J'avais peur de parler à qui que ce soit, de crainte de parler aux mauvaises personnes et de tomber aux mains de ces cupides chasseurs d'esclaves qui attendent, tapis, l'esclave à bout de souffle, comme des bêtes féroces attendent leur proie dans la forêt. La devise que j'avais adoptée en quittant l'esclavage était « Ne fais confiance à personne ». Dans chaque blanc, je voyais un ennemi, et presque chaque noir me donnait des raisons de me méfier. La situation était des plus pénibles, et pour la comprendre, il faut que quelqu'un l'ait vécue ou qu'il puisse imaginer s'y trouver. Qu'il s'imagine être un esclave ensuite dans une région qu'il ne connaît pas, une région donnée aux propriétaires d'esclaves comme territoire de chasse et où tous les habitants sont légalement des kidnappeurs. Là, à tout moment, il peut lui arriver quelque chose d'effrayant. Être attrapé par ses frères humains, comme le terrible crocodile s'empare de sa proie. Qu'il s'imagine donc se retrouver dans cette situation, sans foyer, sans amis, sans argent, sans crédit, espérant un abri, mais en vain. Parce que personne ne lui en trouvera un, espérant du pain, mais n'ayant pas de quoi l'acheter, qu'il s'imagine encore se sentir poursuivi par des chasseurs d'hommes sans pitié, ne sachant quoi faire, où aller, où rester, ne sachant ni comment se défendre, ni comment s'enfuir, affamé au milieu de l'abondance, sans foyer au milieu des maisons, parmi les hommes comme au milieu des bêtes sauvages, qui, par cupidité, sont toutes prêtes à dévorer le fugitif tremblant et affamé, avec une voracité qui n'a d'égal que celle des bêtes des grandes profondeurs pour avaler le pauvre poisson dont elles se nourrissent. Qu'il s'imagine, dans cette situation, qui était la mienne, et alors seulement, pourra-t-il pleinement connaître les tourments de l'esclave en fuite, ses fatigues, ses douleurs, sa peur du fouet, et réellement sympathiser avec lui. Frédéric Douglass, Mémoire d'un esclave. Chapitre 4. Monsieur Hopkins n'est pas resté longtemps surveillant, et j'ignore pourquoi sa carrière fut si brève. Je soupçonne qu'il n'était pas assez sévère au goût du colonel Lloyd. Monsieur Austin Gore lui succéda. Il possédait, lui, et à un très haut degré, toutes les qualités indispensables pour être un excellent surveillant. Auparavant, il avait occupé cette fonction sur une autre des fermes du colonel, et il avait prouvé qu'il était digne d'occuper le poste de surveillant à la ferme à la grande maison. M. Gore était fier, ambitieux et tenace. C'était aussi un homme rusé, cruel et inflexible. Il était fait pour ce rôle, et ce rôle était fait pour lui. Il y était parfaitement à l'aise, et pouvait y déployer toute l'étendue de ses talents. Il était de ceux qui pouvaient se convaincre d'avoir détecté une insolence dans le moindre geste, le moindre regard ou la moindre parole d'un esclave, et il s'empressait alors de le corriger comme il le méritait. Aucune réponse n'était tolérée, et il était interdit à un esclave, même injustement accusé, de chercher à s'expliquer. M. Gore se comportait comme le prescrit la maxime des propriétaires d'esclaves. Mieux vaut 12 esclaves fouettés qu'un seul surveillant reconnaissant s'être trompé en présence des esclaves. Bien qu'un esclave puisse être parfaitement innocent, cela ne comptait pas lorsque M. Gore le tenait responsable d'un délit. Être accusé, c'était être déclaré coupable, et être déclaré coupable, c'était être puni. La punition suivait la condamnation, qui suivait elle-même l'accusation. Afin d'échapper à la punition, il fallait d'abord échapper à l'accusation, et sous la férule de M. Gore, bien peu d'esclaves avaient cette chance. Il possédait juste assez de fierté pour se contenter du plus vil hommage manifesté par un esclave, et juste assez de servilité pour s'écraser aux pieds de son maître. Il avait une telle ambition qu'il ne pouvait se contenter de rien de moins
que du poste de superviseur principal, et sa détermination était telle qu'elle lui permit d'atteindre son but. Il était assez cruel pour infliger les pires châtiments, assez astucieux pour avoir recours aux plus basses fourberies, et assez borné pour demeurer insensible à la voix de sa conscience, si jamais celle-ci s'avisait de réprouver un de ses gestes. De tous les surveillants, il était celui que les esclaves craignaient le plus. Sa seule présence leur était insupportable. Son seul regard semait le désarroi, et le son strident de sa voix suscitait la peur et provoquait des frémissements dans les rangs. Malgré son jeune âge, M. Gore était un homme grave qui ne se laissait jamais aller à blaguer ou à dire de bons mots. Il ne souriait jamais. Ses paroles étaient conformes à son allure, et son allure conforme à ses paroles. Les autres superviseurs se laissaient parfois aller à un bon mot, même à l'égard des esclaves. Pas lui. Il ne parlait que pour donner des ordres et être obéi. Il usait de peu de mots et abondamment du fouet. Et jamais des premiers, si le second faisait aussi bien l'affaire. Il semblait fouetté par devoir, sans craindre les conséquences. Il ne faisait rien à contre-cœur, même les choses les plus désagréables. Toujours à son poste, jamais incohérent, il tenait chacune de ses promesses. En un mot, c'était un homme d'une fermeté inflexible, impassible, comme la pierre. Sa barbarie n'avait d'égal que le flegme avec lequel il commettait les actes les plus horribles et les plus sauvages à l'endroit des esclaves sous sa férule. Il entreprit un jour de fouetter un esclave du colonel Lloyd, appelé Demby. Il lui avait déjà donné quelques coups lorsque Demby s'enfuit en courant et plongea dans un ruisseau où il se tint debout, de l'eau jusqu'aux épaules, refusant de sortir. M. Gore lui dit qu'il allait compter jusqu'à 3. S'il n'était pas sorti à 3, il le tuerait. Il compta. 1. Demby resta dans l'eau. 2, puis 3. Demby ne bougea pas. Sans consulter personne, sans délibérer avec qui que ce soit, sans même donner une dernière chance à Demby, M. Gore leva son mousquet à la hauteur de son visage et tira un coup mortel. Le pauvre Demby mourut instantanément. Son corps mutilé coula et disparut, tandis que du sang et des morceaux de cervelle flottaient sur l'eau là où il s'était tenu. Un frisson d'horreur envahit chacune des âmes de la plantation, à l'exception de M. Gore, qui restait calme et stoïque. Le colonel Lloyd et mon ancien maître lui demandèrent pourquoi il en était venu à une telle extrémité. Il répondit, si je m'en souviens bien, que Demby était devenu incontrôlable et qu'il devenait un exemple dangereux pour les autres esclaves. Si on laissait passer un pareil comportement sans réagir comme il venait de le faire, c'en serait fini de l'ordre et de la discipline sur la plantation. Il expliqua que si un seul esclave refusant d'être puni pouvait s'enfuir et rester en vie, tous les esclaves suivraient bientôt son exemple, ce qui conduirait immanquablement à la libération des esclaves noirs et à l'asservissement des blancs. Cette défense fut jugée acceptable, et M. Gore conserva son poste de surveillant. Sa réputation grandit, il n'y eut aucune enquête judiciaire concernant son horrible meurtre. Il avait été commis en présence d'esclaves qui ne pouvaient ni porter plainte ni témoigner. C'est ainsi qu'un assassin, coupable de l'un des pires et des plus sanglants crimes qui soient, n'est ni puni par la justice, ni même désapprouvé par la communauté dans laquelle il vit. Lorsque je me suis enfui, M. Gore habitait à Saint-Michael, dans le comté de Talbot, au Maryland. S'il est toujours aussi vivant, il y habite probablement encore. S'il y est toujours vivant, il y habite probablement encore. S'il s'y trouve, on le tient aujourd'hui, comme hier, en grande estime, et il demeure hautement respecté, comme si son âme criminelle n'était pas entachée du sang de ses frères humains. Je parle en toute connaissance de cause lorsque j'affirme que dans le comté de Talbot au Maryland, le meurtre d'un esclave ou de toute autre personne de couleur n'est considéré comme un crime
ni par la justice, ni par la communauté. M. Thomas Landman, de Saint-Michael, a tué 2 esclaves, dont l'un avec une hachette, lui faisant jaillir la cervelle. Il se vantait de cet exploit horrible et sanglant. Je l'ai entendu dire, en riant, qu'il était un bienfaiteur de la nation, et que si tout le monde faisait comme lui, on serait bientôt soulagé de la présence de ces nègres. La femme de M. Gilles X, qui habitait tout près, assassina la cousine de ma femme, une toute jeune fille de 15 ou 16 ans, en la mutilant de manière épouvantable. Elle lui brisa le nez et le sternum à coups de bâton, et la jeune fille expira peu de temps après. On l'enterra aussitôt. À peine quelques heures plus tard, on la retira de terre, et le coroner, qui l'examina, conclut que sa mort avait été causée par une violente correction. Voici la faute pour laquelle cette jeune fille avait été assassinée. On lui avait ordonné de veiller sur le bébé des X. Cette nuit-là, mais elle s'était endormie. Au cours de la nuit, le bébé s'était mis à pleurer, mais comme elle manquait énormément de sommeil, elle ne l'avait pas entendu. Ils occupaient tous les 3 la chambre de Madame X. Dans sa lenteur à réagir, Madame X s'était levée, et à l'aide d'un bâton de chêne qui se trouvait près du foyer, elle brisa le nez et le sternum de la jeune fille, mettant ainsi fin à ses jours. Il serait faux de dire que ce crime particulièrement sordide ne causa pas quelque émoi dans la communauté. Mais pas suffisamment pour que la criminelle soit punie. On émit bien un mandat d'arrêt contre elle, mais il ne fut jamais exécuté. Non seulement échappa-t-elle au châtiment, mais également à l'embarras d'être traduite en justice pour le meurtre qu'elle avait commis. Tandis que j'en suis à évoquer les actes sanglants qui se produisirent alors que je vivais sur la plantation du colonel Lloyd, je vais brièvement en raconter un autre qui s'est produit au même moment que le meurtre de Denby par M. Gore. Certaines nuits et les dimanches, afin d'améliorer leur maigre pitance, les esclaves du colonel avaient pour habitude d'aller pêcher des huîtres. C'est précisément pendant qu'il pêchait de la sorte qu'un vieil homme, appartenant au colonel Lloyd, franchit les limites du terrain et entra sur celui de M. Bill Bondley. Ce dernier en prit ombrage, et descendit jusqu'à la rive avec son mousquet qu'il déchargea sur le pauvre homme. Le lendemain, M. Bondley vint rencontrer le colonel Lloyd. Était-ce pour se justifier ou pour lui rembourser son bien? Je l'ignore. Très vite, toute cette diabolique affaire fut étouffée. On n'en parla guère et on ne fit rien du tout. Comme le dit un adage bien connu, même des enfants blancs, le prix à payer pour tuer un nègre est le même que celui qu'il faut verser pour l'enterrer, soit un demi-cent.